détonateurs de dynamite qui viennent d'exploser. Ça fait un peu tourner la tête. Ça prend. Ça prend. C'est comme aller sur la Lune, là où personne n'est jamais allé. Ce sera une belle émotion et je me dirai, bon sang, j'ai contribué à ça. Je pense que ce sera quelque chose de beau. Il ne s'agit pas de vaincre la montagne, il s'agit de construire quelque chose. Et beaucoup de Cassandre qui, juste raison, à l'époque, disaient on n'y arrivera jamais. Le peuple a dit oui en 92, et là, ça a été une bataille extrêmement vive entre messieurs Auguy et Stich. Il fallait à tout prix rompre ce blocage. Et puis, que personne ne perde la face aussi. Ils se détestaient carrément. Pour Stich, Auguy était le professeur de ski. Pour Otto Stich, c'était Gotthard-über-alles. Il y a un point de transit à travers les Alpes. En Suisse, c'est le Gotthard, le reste n'existe pas. Mais on m'a donné la chance, et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser 2 tunnels. Et à la fin, c'est le résultat qui compte. Et le résultat est là. Et c'est la raison pour laquelle je suis fier. C'est ça, regardez le calme. Mais le calme, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter, ne pas faire trop de bêtises dans notre vie. Et pas de faire de bêtises, ça veut dire pas construire des autoroutes. Mais on a une mission quand même. On a une responsabilité. Parce que les marchandises doivent passer du sud au nord ou du nord au sud. On est européens. Plonger dans l'historique du tunnel ferroviaire le plus long du monde, c'est bizarrement commencer dans un port, le port de Rotterdam, à 900 km du Saint-Gothard. Parce que c'est là qu'afflue la sève économique qui transitera ensuite par toutes les alvéoles, tous les canaux, toutes les veines du continent européen. Vous avez d'une part les Pays-Bas au nord avec les 2 ports Rotterdam et Anvers, la Suisse, la Lombardie et le Piémont. Cette banane, ce corridor Rotterdam-Gênes, c'est l'épine dorsale économique de l'Europe. Et si la Suisse est le cœur de l'Europe, le Gotthard en est l'artère principale depuis le XIIIe siècle, depuis les origines de la Confédération helvétique. 700 ans plus tard, les irréductibles helvètes veulent rester maîtres de leur montagne. Pas question de nuire à leur beauté ni à leur oxygène. À la fin des années 80, les Suisses défient l'Europe et son lobby des poids lourds en refusant le passage des 40 tonnes. Il y a toujours eu des problèmes pour nos camions à la frontière suisse et à l'intérieur du pays. Et je me suis promis de les résoudre. La Suisse fait quelque chose dans l'intérêt de la nature. On transporte par les rails et pas par la route. On démolit pas les Alpes, mais montagnes. C'est ça qui est important. Aux Pays-Bas, la très grande majorité des containers passent par la route. C'est un énorme marché et très peu de transports de containers passent par le rail. La pression, surtout des ministres de transport, était énorme. Ils voulaient ou bien qu'on fasse une 2e autoroute à travers les Alpes, ou bien on construit une autoroute à 4 ou même à 8 pistes à travers les Alpes. Et chez nous, le non était catégorique. Après les premières discussions et les premiers contacts, j'ai quand même l'impression que notre proposition va dans la bonne direction. Et si ça passe pas aujourd'hui et demain la rampe,
Je suis persuadé que ça passera la rampe lors de notre réunion de l'année prochaine. Et je peux vous dire, j'étais 37 fois chez mes collègues ministres de Transport à l'étranger. Mais le résultat était pratiquement nul. C'était une bataille assez terrible parce que le lobby des camions européens n'était évidemment pas du tout d'accord parce que c'était une ouverture dans la taxe poids lourd à la prestation et puis au niveau européen, pour eux, c'était quasiment insupportable. Et en 90, fin 90, j'ai dit changement de tactique. Maintenant, je veux que tous les ministres de l'Union européenne viennent en Suisse. Je veux leur montrer à Wassen notre géographie, notre nature, nos vallées. Et à Wassen devant l'église, je dis voilà, chers collègues, ici il y a l'autoroute, il y a la Reuss, la rivière, et il y a le chemin de fer, et il y a surtout le bruit. On ne peut vraiment pas construire une deuxième autoroute, il n'y a pas de place. Ceux qui n'ont pas compris le message, avec eux, je suis entré dans l'église. À l'église devant la croix. Je les ai travaillés. Je me souviens de l'église. C'est un très bel endroit et de là, on peut voir l'entrée ou la fin du tunnel. Tout est proche et cela clarifie les choses. Après, nous sommes allés dans un pub près de l'église. C'était un bon endroit pour négocier. Et là, Anya, elle a insisté. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, Anya, si tu me forces, si tu ne veux pas comprendre, ta voiture est devant le restaurant, tu peux partir. Moi, je ne suis pas prêt à négocier avec toi de telle façon. À mon avis, ce n'est pas comme ça qu'on engage une discussion politique et qu'on trouve une solution. En tout cas pas au niveau européen où les ministres viennent de plusieurs pays. Elle était dans une position très forte étant donné qu'elle était présidente des ministres de Transport européens. Et c'était une femme dure, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'elle rigolait jamais. Elle était toujours très fixée, très préparée. Moi aussi, je connaissais les dossiers. Mais moi, j'ai quand même laissé passer un peu le charme. C'était un homme agréable, charmant, avec une belle allure. Mais peut-être affichait-il trop d'empressement et d'énergie. Alors que personnellement, j'étais plutôt une politicienne qui cherchait des solutions à long terme. Je vais en parler avec mes 11 collègues et je reviendrai au début de la semaine prochaine pour dire à M. Auguy ce qu'ils en pensent. Et on verra bien. Cela veut dire qu'ici à Wassen, une nouvelle idée est née? C'est une idée plutôt nouvelle, oui. Il a su introduire cet élément de concret. Attendez, moi je suis ici, dans cette vallée. Là, vous entendez, vous voudrez, vous, habiter ici, avec ce bruit-là? C'est pas possible, quand même. Vous devez bien reconnaître. Puis l'autre ne peut que reconnaître. Le charme et le réalisme d'Adolphe Auguy n'opèrent pas forcément avec certains ministres masculins. Pour les convaincre, il utilise alors des méthodes un peu particulières. Disons qu'elles ne sont pas enseignées dans les universités. Voilà cette vallée qui est hors du commun aussi. C'est là. Le Bernois, il est vrai, a été formé à la dure, à l'école de la montagne, à l'école de la nature. Il y avait un ministre de Transport, mon ami Jean-Luc Dehaene,
Il m'a dit, Tolfi, tu pourrais, mais tu veux pas. Tu pourrais, mais tu veux pas. Je dis, Jean-Luc, on prend le Tfiri de Kandersteg. Et on a un hélicoptère, direction Kandersteg. On a quitté Wassen. Et j'ai dit au pilote, on va directement dans la paroi nord de l'Eiger, cette paroi noire. Et devant la weiße Spinne, tu t'arrêtes. Et tu bouscules un peu. J'ai ouvert la ceinture de sécurité. Et j'ai dit à Jean-Luc, mon cher Jean-Luc, ici on peut vraiment pas construire une autoroute. Il a dit, j'ai peur. Il est sauté sur mes genoux. Laisse-nous partir, j'ai compris. Je sais, c'est pas diplomatique ni académique, mais c'est efficace. Dès ce moment-là, Jean-Luc Dehaene était le meilleur représentant de notre nouvelle politique de transport, la nouvelle philosophie de transport, c'est-à-dire pour le passage des Alpes, il faut les rails et pas la route. Ça a été efficace et ça a créé la compréhension nécessaire des Européens. La mémoire d'Adolphe Guy enjoliverait-elle cet épisode avec Jean-Luc Dehaene, aujourd'hui décédé? Possible. Quoi qu'il en soit, les Européens et la ministre Anja Maijveren comprennent que l'on ne peut pas appliquer la même politique des transports en Suisse et dans les vastes plaines hollandaises. Mais pour conclure un accord, dit-elle, encore faut-il éloigner ceux qui aiment tout compliquer. Les hauts fonctionnaires, je salue leur travail bien sûr, adorent les jolis problèmes et les font durer. C'est un de mes collègues au gouvernement qui disait « Si tu as un joli problème, entretiens-le, ce sera un plaisir ». Et il me semble que c'était un peu l'état d'esprit des hauts fonctionnaires de ma délégation. Ils ne voulaient pas d'une solution rapide. Ils appréciaient ces voyages et ces discussions. Nous venons d'un pays plat et la Suisse a de très belles montagnes. C'est une première victoire politique pour le ministre de Kandersteg. L'accord de transit entre la Confédération suisse et la Communauté européenne est signé le 2 mai 1992. Il prévoit la construction de 2 nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes. Maintenant, Guy va devoir convaincre les Suisses. Première étape, le débat aux chambres fédérales. Les parlementaires disent oui, mais le parti des automobilistes et plus curieusement certains élus écologistes réunissent les signatures contre ces 2 chantiers pharaoniques. Il y aura votation populaire. Comme on vous l'a annoncé, le suspense est terminé. Le référendum sur la NEAT a réussi. Personnellement, je n'étais pas contre l'existence des transversales. J'étais contre le fait qu'on fasse ça sans financement, que ça risque de se faire aux dépens du trafic régional et aux dépens des petites gares. Le ministre des Transports entame alors une campagne à l'américaine. Discours et débats. Sa famille ne le voit plus qu'à la télévision. Wir haben keinen Mut mehr. Uns ist die Begeisterung. Le peuple devra voter sur le principe des 2 nouvelles transversales ferroviaires, Gotthard et Lötschberg. Guy reste flou sur le financement. Remboursement par les CFF sur 60 ans, dit-il, sans entrer dans les détails. Dans ses discours, il joue sur l'anecdote. Il n'a pas fait d'études, mais instinctivement, il sent son public. Tout le reste, pour lui, n'est que paperasse et littérature. Regarde Jean-Luc, comment veux-tu qu'on construise encore une autoroute? Und ist von ihm Viertelbäckchen auf das andere gewalpert, hat fürchterlich Angst gehabt, gesagt, j'ai vu, laisse-nous partir. Il a enfin compris. Quand je suis arrivé au département, il y avait déjà beaucoup de papiers, de projets, etc. Mais à un moment donné, quelqu'un devait prendre
la décision. Est-ce qu'on y va avec les 2 tunnels? On dit, oh, je laisse à mon successeur. C'est trop de travail. Non, ça ne correspond pas à mon tempérament. Son tempérament, c'est celui des montagnards et des militaires qui mettent un pied devant l'autre jour et nuit s'il le faut. C'est d'ailleurs dans un palais fédéral plongé dans l'obscurité et sur une carte d'état-major qu'il dit avoir trouvé l'inspiration pour les tracés du Gotthard et du Lötschberg. Alors je me souviens encore, le soir, j'ai pris un crayon. J'ai pris une carte suisse. Et j'ai fait le premier trait entre Estfeld jusqu'à Piasca. Alors, c'était clair. Historiquement, politiquement, le Gotthard avait la priorité. Mais comme l'opportunité était donnée, j'ai pris le courage dans ma main et j'ai fait un deuxième trait entre Frutigen et Liège. Et dès ce moment, je savais maintenant, tu peux pas lâcher. Was wird sein in diesem Land, wenn die NEAT nicht funktioniert, meine Damen und Herren? Was wird sein? Das Chaos auf der Straße. Adolphe Ogi joue la fibre patriotique et implique la Suisse entière. À l'est, l'axe Zurich-Lugano avec le tunnel de base du Gotthard et son prolongement au Monte Ceneri. Et puis la Suisse occidentale avec le tunnel du Lötschberg, cher aux Bernois et aux Valaisans. Et le 27 septembre 1992, triomphe. 2 Suisses sur 3 donnent leur feu vert à l'homme de Kandersteg qui avait déjà vendu la beauté des tunnels aux Européens. Est-ce que vous vous attendiez à un résultat aussi positif, aussi clair? Non, pas du tout, parce que ces dernières semaines, il y avait beaucoup de discussions, et surtout les discussions qui étaient axées sur le financement. Et avec ça, on peut faire beaucoup de peur, beaucoup de mal. Nous sommes naturellement déçus que 60% du peuple suisse ait accepté 2 transversales alors qu'une seule suffisait, et ainsi un coût de plus de 2 milliards par année pendant des décennies. Le ministre pense avoir fait le plus dur. Il ne voit pas l'obstacle politique qui se présente devant lui. Otto Stich. Pour moi, il a toujours été évident que le financement du projet, quelle qu'en soit la forme, finirait par endetter la Suisse. Stich, c'est vraiment le Suisse. Il incarne la Suisse qui dit sceptique, qui dit quand même, il faut faire attention, il faut faire pas trop des dettes. Otto Stich, ministre des Finances socialiste, calculateur et têtu. Tant pis si le peuple a dit oui en votation. Il s'oppose aux 2 tunnels de base, un seul suffirait. Pragmatique, il est de ceux qui pensent qu'on peut imaginer un tunnel partout en Suisse, à condition de le creuser au Gotthard. Un tunnel, c'est fait pour relier les hommes. Entre lui et Ogi, c'est le contraire. Stich va se battre contre le mode de financement du Gotthard et contre le Lötschberg. Il trouvait au fond que c'était un tunnel, entre guillemets, de luxe qui arrivait dans un cul-de-sac après Brigue, après le tunnel du Simplon. Donc il disait on doit être raisonnable, on fait un magnifique tunnel sur l'axe Italie-Allemagne, c'est le Gotthard, c'est aussi le mythe suisse, c'est là que ça se passe, en gros Zurich, Tessin-Milan, et on n'a pas besoin du Lötschberg. Le peuple a dit oui en 92, mais par la suite, il y a eu la première crise, une crise économique sérieuse avec un taux de chômage qui a bondi jusqu'à 8%. En Suisse romande, il faut s'en souvenir, dans 92-93. Et puis, ça a mis à peu près tout le monde sur les pattes arrière, sur le plan politique. Puis tout d'un coup, le raisonnement d'Otto Stich est apparu comme étant tout à fait, je dirais, une gestion de père de famille. On rassemble l'argent et on construit. Mais on ne fait pas des paris sur l'avenir, surtout en période de crise.
Il n'a pas bougé au fond de cette position, surtout qu'en plus ces années encore, enfin 93, 94, 95, étaient du point de vue budgétaire et financier très très difficiles. Tous deux viennent d'un milieu modeste, père ouvrier mécanicien pour Stich, garde forestier pour Ogi. Sinon, tout les sépare. Ogi est un UDC pro-européen, Stich un socialiste eurosceptique. Leur antagonisme politique va bientôt faire autant d'étincelles que les travaux dans les prochains tunnels. Lui défend actuellement son beefsteak, c'est-à-dire les finances. Et moi, je défends mon beefsteak, c'est-à-dire je dois penser 50, 60 ans, 100 ans d'avance. D'après moi, l'hypothèse qui avait été retenue, qui prévoyait un amortissement en 60 ans, relevait soit de la stupidité, soit de la tromperie. Quand on ne sait rien et qu'on ne réfléchit pas, vous savez... Je dis, c'était un diable qui a tout fait pour saboter son Lötschberg. Il était contre Ogi et à cause de ça, il était pour le Gotthard et contre le Lötschberg. Ils se détestaient carrément. Qui cédera le premier, se demande-t-on dans les commissions du Parlement, tant les positions des deux ministres semblent inconciliables. Oui, je dois dire que c'était assez extraordinaire d'avoir Monsieur Ogi qui vient présenter le point de vue, enfin son point de vue, et puis Monsieur Stich qui présentait un autre point de vue, puis c'est au niveau de la commission qu'on devait trancher entre les deux, parce qu'au niveau du Conseil fédéral, il n'y avait pas une position claire. Et c'était un moment politique chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Une séance de crise du Conseil fédéral est alors organisée en toute discrétion à la Neuveville, au bord du lac de Bienne. On a longtemps délibéré, discuté, analysé. L'ambiance était très très positive. Aussi, M. Stich a essayé de trouver des solutions. On a travaillé jusqu'à minuit à peu près. On a encore bu un verre. Et on a fixé pour le lendemain à 10 h la conférence de presse au Palais fédéral à Berne. Et le matin, à 6h30, on avait notre petit déjeuner. Le Conseil fédéral réuni et M. Stich arrive et dit « Avec tout ce qu'on a décidé hier soir, je ne suis pas d'accord. » À l'aube, les boîtes de médicaments sur les tables témoignent du climat orageux des débats. Puis vient la conférence de presse à Berne, où les journalistes découvrent deux conseillers fédéraux sur la défensive. J'ai jamais vu de bagarre entre les deux. Mais à la fin, on a su qu'ils se détestaient. Stich a même traité d'Ogi d'instructeur de ski. C'est très dur, il était très dur avec Ogi. Ogi, il était aussi un peu fragile parce que lui aussi, il avait l'impression qu'il avait un peu un sac à dos intellectuel léger, comme on disait. Et quand Stich encore lui tape dessus avec prof de ski, ça lui faisait très mal. Oui, une fois, il a dit dans ce conseil fédéral, il y a 6 conseillers et un moniteur de ski. Le moniteur de ski était moins bon. Il m'a dû inviter un dîner et on a bien mangé et bu. Et je lui ai dit, tu payes. C'est de ta poche. C'est pas la Confédération qui paye. En l'occurrence, la caractérisation d'Ogi de cette manière-là est injuste. Par contre, c'est vrai qu'il n'a rien fait pour diminuer cette image avec ses enthousiastes du type formidable, ce qui lui sont caricaturés un certain nombre de fois, plutôt qu'avec des argumentations sur le fond. Voilà, c'est l'entrée dans le paradis, si vous voulez. Regardez, tellement joli.
Quand j'étais candidat au Conseil fédéral, on a écrit que j'étais intellectuellement pas capable de devenir Conseil fédéral. Ça fait mal. J'ai souffert. Mais c'est papa qui m'a donné le moral. Il m'a expliqué la différence entre sagesse et intelligence. Il m'a donné cette confiance qui était nécessaire pour qu'un enfant de ce pays peut devenir conseiller fédéral. C'est pas normal. Quelqu'un de Kandersteg. Voilà. Là, il y a un magasin de sport. Là, il y a un hôtel. La boucherie, boulangerie. On vous entre au Conseil fédéral et on vous dit vous n'êtes pas capable. Vous avez une grande chance de progresser, de surprendre. Ogi, le moniteur de ski, tient bon face au mépris de Stich, qui a lui aussi la tête dure, mais les nerfs fragiles. Automne 94, Stich craque. On était en séance de commission et au bout d'un certain moment, j'ai réalisé que le président de la Confédération avait perdu connaissance. On l'a allongé par terre et il y avait déjà l'ambulance qu'on avait alertée, qui ont réussi à le convaincre qu'il était nécessaire qu'il se soignait à l'hôpital. Il est évidemment fatigué, on ne se remet pas, disons, 24 heures d'un coup comme ça. Il est fatigué, il est toujours aux soins intensifs, il va y rester pour une durée maintenant indéterminée, mais ses fonctions vitales, son cerveau et rythme cardiaque sont stabilisés. Je ne fais pas de lien directement avec le Gotthard, mais c'est vrai que dans toutes ces années, qui étaient des années vraiment difficiles au point de vue politique, financière, budgétaire, où il fallait économiser, et tout ça le tenait beaucoup à cœur. Chez Stich, on savait évidemment qu'il avait des problèmes de cœur, mais on savait aussi qu'une fois, en pleine commission, il a commencé à pleurer, il s'est mis à pleurer. Et là, tout le monde était étonné. Qu'est-ce qui se passe avec ce Otto Stich? Est-ce qu'il a des problèmes psychiques? Il était totalement isolé. Pour lui, c'était dur que, à l'intérieur du PS, personne le suivait. Otto Stich revient au palais comme si de rien n'était. Mais il a perdu la bataille du Lötschberg. Le chantier débute en 1994 et comble de l'isolement pour Stich, les travaux peuvent commencer grâce à un coup politique de son propre parti. Finalement, grâce à une idée de Peter Bodenmann, pour faire passer vis-à-vis de la majorité alémanique la pilule dans Lötschberg, il faut qu'on leur propose un Lötschberg à simple voie. C'était pour beaucoup difficile à comprendre, mais parfois, si je veux arriver à quelque chose, je dois faire des sacrifices pour que le Lötschberg reste dans le jeu. Pour moi, cheminot, qu'on construise un tunnel de 35 km à simple voie pour du trafic européen, c'est un non-sens. C'est idiot. C'est idiot. Ça tient pas debout. Oui, c'est clair. Lui, c'est quelqu'un qui aime les chemins à fer. Et pour quelqu'un qui aime les chemins à fer, c'est logique. Si j'ai deux voies, la capacité est beaucoup plus élevée. Tout va encore fonctionner beaucoup mieux. Mais dans la vie, parfois, il faut vivre avec des compromis qui sont pas si mauvais que ça. C'est le seul tronçon du monde. À simple voie, on roule à 250 à l'heure. Par définition, il faut une double voie. Une double voie comme au tunnel de base du Gotthard, où il n'est pas question de compromis alors que les premiers travaux démarrent, là aussi. Wir bauen die Zukunft der Schweiz in Europa. Bergheil, viel Glück und vor allem viel Mut. Miteinander schaffen wir's.
C'est le coup d'envoi des travaux du futur plus long tunnel ferroviaire de la planète. Adolphe Guy ne sait pas encore que le chantier va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Mais il comprend rapidement que la montagne lui réserve cauchemars et nuits blanches. Il y avait des professeurs, des ingénieurs qui ont dit la Pioramolde, ça c'est comme du sucre, et le direction massive. C'est dur, dur, dur. C'est pas garanti que les machines peuvent percer. Et moi, j'avais des moments où je pouvais plus dormir. De se rendre compte qu'on a commencé le tunnel, on ne peut pas le percer. Et tout à coup, les machines s'arrêtent. Quelle catastrophe! Il est bloqué depuis 3 mois. Et on a une zone de faille ici. Donc, la machine a continué à tourner et puis ça s'écroulait devant. Devant la tête de la machine, ça continue à tomber et donc ça formait une cavité et puis une zone où la roche est entièrement fracturée, elle est sous forme de bloc. Alors la machine ne peut pas passer à travers ce genre de matériaux. C'est comme si on voulait la faire passer dans du sable ou dans du gravier. Alors il faut d'abord consolider, ça veut dire qu'on injecte du ciment jusqu'à ce que cette roche fracturée devienne de la roche solide. Alors, M. Hogg avait raison de mal dormir la nuit parce qu'effectivement, tout le monde craignait. Mais comment ce sera là-bas au fond? Et puis, vous savez, nous géologues, nous sommes souvent considérés un peu comme des devins. On peut seulement faire des hypothèses. On le voit parfois comme la pointe d'une aiguille, un petit bout parce qu'on fait des carottages, ce qui fait qu'il y a toujours des erreurs dans l'évaluation de qu'est-ce qui pourrait bien être au fond. Des sueurs froides aussi pour Otto Stich. Il craint que le tunnelier du Gothard ne creuse pas seulement la roche, mais également le déficit de la Confédération. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Qu'on vote maintenant ou qu'on décide dans 5 mois, ça m'est égal. Mais on ne pourra pas faire autrement que d'accepter ce plan d'assainissement. Le grand argentier ébauche alors un astucieux plan de financement. Diverses taxes éviteront l'endettement à long terme. Et puis, à la fin de l'été 1995, il convoque une conférence de presse surprise. Monsieur Stich, je vous en prie. Mesdames et messieurs, je n'ai qu'une brève communication à vous faire. Je viens d'annoncer au président du Conseil national que je démissionne au 31 octobre. Le temps était venu, dit-il simplement. Stich en dira plus sur son retrait quelques années plus tard lors d'une visite sur le maudit chantier du Lötschberg. Si ça ne tenait qu'à vous, ce chantier n'existerait pas? Non, il n'existerait pas. Un seul aurait suffi. Et c'est bien sûr le tunnel du Gothard. Techniquement, on peut en principe tout faire, ce n'est pas la question. Mais moi, j'ai démissionné car je ne voulais pas porter la responsabilité de ce financement à long terme. Stich s'en va. Adieu Adolphe Guy. En partant, Stich joue encore un ultime tour à son ennemi intime. Le remaniement ministériel relègue le Bernois au département de la Défense. Hoggy est dépossédé de ses tunnels sous les Alpes, remplacé par Moritz Leuenberger. Du hast gesagt, der Schlüssel biete auch Zugang zu den Problemdossiers. So wie ich in den Zeitungen gelesen habe, haben wir überhaupt nur Problemdossiers. Aber der Schlüssel ist so klein, dass ich doch etwas beruhigt bin. Évidemment, pour Adolphe Hoggy, ça a été un crève-cœur. On sentait qu'il se sacrifiait littéralement pour une sorte de concordance politique, interpartie. Abandonner ce dossier pour lui, c'était vraiment un déchirement, parce qu'alors il le possédait jusqu'au bout des doigts. Non, non, maintenant je
dois aller. Oui, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu parles plus? Ah, mais au contraire. Au contraire. Tu es mécontent? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, au contraire. Alors, on se voit un de ces moments. Volontiers. Alors, bonne journée et puis bonne chance. Salut. Passez. Tu sais, avec les généraux. Ah oui. Ça, c'était un des grands talents d'Ogi. Il a apporté dans ce Conseil fédéral un nouveau vent. Il était plus jeune que les autres. Il avait même des visions. Il était presque un prophète. Et il avait raison. Moi, je suis fier. Très content et fier, pour ne pas dire super fier, de pouvoir réaliser 2 tunnels. C'est-à-dire de lancer cette aventure avec beaucoup de difficultés qui m'ont accompagné. Mais à la fin, c'est le résultat qui compte. Et le résultat est là. Comme politicien, après 50, 60 ans, on n'a fait que des projets. On a lancé des commissions et des commissions. À un moment donné, quelqu'un a dû prendre la décision. Et mon tempérament, alors, c'est moi qui ai pris cette décision de construire les 2 tunnels en même temps. Et aujourd'hui, je suis fier parce que politiquement, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Voilà, l'entrée, hop là, formidable. Voilà, très vite. 200. On se sent à l'aise, sûr. Et maintenant, ce tunnel existe depuis 2007 et c'est un succès total. Et le succès sera encore plus grand. Ogi a compris que pour achever un tunnel, il faut d'abord le commencer. Mais le Lötschberg n'est qu'un demi-succès pour ceux qui auraient préféré une double voie sur l'ensemble du tracé. Ce qui aurait pu se faire à l'époque du chantier pour un prix dérisoire, comme nous l'avons appris, en nous mettant nous aussi à creuser. À l'époque, j'étais membre du conseil d'administration d'Alptransit BLS AG et je reçois un jour un coup de fil du directeur qui me dit l'entreprise qui est en train de percer le tunnel de base a dans un des 2 tubes 6 mois d'avance. L'entreprise fait une offre, il reste 9 km à percer jusqu'à Frutigen. La machine est dans la montagne, elle va jusqu'à Frutigen et ça va nous coûter 90 millions. On a jusqu'à la fin de la semaine pour dire si on est d'accord ou pas. Évidemment, c'est se tourner vers le Conseil fédéral en disant voilà l'enjeu, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas revenir en arrière, non. Enfin, aujourd'hui, on regrette, et moi, personnellement, je regrette, mais je comprends aussi cette façon de faire politiquement. Ça aurait donné peut-être beaucoup plus de critiques. Ça ne s'est pas fait parce que d'abord le Parlement vote des crédits précis, le Conseil fédéral aussi. Ensuite, ça lui lie complètement les mains face à toute technique innovante. Ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce que c'était vraiment 100 ou 200 millions de plus? Je ne sais pas. Ça nous aurait coûté 90 millions à l'époque. Maintenant, on sait depuis une année, après l'étude demandée par le canton du Valais, que ça va coûter 1,4 milliard maintenant. Déjà, sur les chiffres, on n'est pas sur la même ligne d'onde. À mon avis, c'était possible de faire pour un demi-milliard les 2 tunnels à l'époque, où l'ingénieur Teuscher a tout préparé pour qu'on pouvait continuer avec les mêmes machines, avec les mêmes usines pour produire les tubes et tout ça, finir les travaux. Ça fait mal, et je regrette ça, et on devra doubler les rails au Lötschberg le plus vite possible. Et ça coûte maintenant plus qu'1 milliard. L'infrastructure était là, on aurait pu le faire pour, on dit, 350 millions. On l'a pas fait, je regrette, mais on n'a pas lâché le Lötschberg.
pour moi, ça nous fera du boulot pour plus tard. Il faut voir les choses comme ça, mais après, c'est quand même un petit peu dommage. On était là, on était chaud. On aurait pu le finir. Bien qu'on peut le considérer comme fini, parce que il est fonctionnel. Voilà, Liège. C'est incroyable comment Liège s'est développé. C'est grâce à ce tunnel. Mais ce que je trouve plus grave, c'est qu'on n'a pas réalisé la bretelle en direction de Sierre-Sion, en direction de la Romandie. Et ça je trouve, c'est vraiment dommage, parce qu'on aurait pu donner à Sierre et à Sion une ligne directe sur Berne. Bon, le tunnel est fait, mais il n'y avait personne qui a dit maintenant, mettez les rails dedans. On est puni si on ne s'engage pas au bon moment. Au Gothard, les travaux d'excavation commencent en 1996 et ils se déroulent 24 heures sur 24. Mission est donnée aux mineurs de creuser dans la base de la montagne 2 galeries longues de 57 km à 2000 mètres de profondeur. L'humidité et la chaleur sont étouffantes. Les pessimistes se disent que ce n'est pas le chantier, mais le calvaire du siècle. Ils n'avaient pas tort, les oiseaux de mauvais augure qui prédisaient à Adolphe Foggy des milliards de francs de dépassement budgétaire. Les Suisses aiment de faire des tunnels. C'est évident que le Lötschberg aurait suffi d'une manière logistique, financière, tout ça. Mais la politique est parfois aussi irrationnelle. Je crois que quelque part, le Gothard pour les Suisses, c'est vraiment un mythe. Hein. C'est Guillaume Tell, c'est le général Guison, c'est Deuxième Guerre mondiale, ce sont les fortifications. C'est comme le pape pour les catholiques, c'est difficile de le contourner. Les scientifiques trouveraient peut-être dans l'ADN des Suisses un gène trahissant leur besoin de creuser des tunnels dans les Alpes. Un besoin, voire une obsession quand on connaît les batailles et les drames du passé, lors de la construction du tout premier Gothard notamment. À la fin du 19e siècle, quand on partait pour faire un tunnel de ce genre-là, qu'on n'avait jamais fait, c'était un peu comme partir en guerre, en disant nous aurons des pertes. Mais à la fin du 19e siècle, on essayait de tenir cette roche avec des troncs d'arbres. On faisait un mur, comme on faisait les murs des maisons, en définitive, simplement avec une voûte. Et cette voûte devait être en mesure de résister aux forces de compression. Alors que maintenant, il y a des cintres en acier, du béton projeté, du béton armé si nécessaire. Ça n'existait pas à l'époque. Heureusement, de nos jours, c'est plus comme ça. On part avec l'idée que des victimes, on ne veut pas. Les conditions de travail se sont améliorées. Cela dit, les mineurs d'aujourd'hui affrontent la peur à d'autres dimensions, car avant le Gothard, on n'était jamais descendu aussi profondément dans la montagne. Jamais on n'avait à ce point défié la pression de la masse rocheuse. Nous avons environ 1 tonne par centimètre carré, alors ça éclate et ça fait des écailles un peu comme ça, qui partent des parois de façon très brutale. Des fois, on entendait des coups comme si un géant frappait à la porte, n'est-ce pas? Bim, boum, bam. Et ça, c'était des écailles de roche qui se détachaient brutalement et qui venaient frapper contre l'acier. Moi, j'ai vécu ça au Lötschberg. Il y a tellement de pression dans la roche. Quand on lui enlève un morceau, elle n'est pas contente. Du coup, elle s'exprime. Et ça provoque un énorme craquement, un bruit assourdissant. Et puis, ça peut arriver n'importe quand. Il y a des blocs qui se décrochent. Là, c'est plus les machines qu'il faut se méfier. J'ai vécu ça à Cedrun, au Gothard, dans la chaleur et l'humidité. J'entendais vraiment les cintres du tunnel qui se tassaient. Cela faisait des bruits étranges et je me suis dit, mon gars, il faut rester en alerte. Et à ce moment-là, toutes sortes de choses te viennent à l'esprit. Tu penses à ta famille, si ça doit t'arriver, est-ce que je vais arriver à sortir? Tu penses à plein de choses, ouais.
La roche est une matière solide. Elle subit une pression qui dépend de la profondeur à laquelle nous nous trouvons, un peu comme dans l'eau. Alors, si à 1000 mètres, nous avons 100 bars de pression d'eau, eh bien, dans la roche, nous avons à peu près 2,5 fois autant, un peu plus même. Il n'y a pratiquement aucune roche qui résiste à de telles pressions. La roche, elle s'effrite brutalement. Donc, ça fait des écailles qui partent comme des projectiles. Et c'est ça ce que les mineurs appellent Bergschlag. Alors qu'on entend tout d'un coup, bam! Et puis on voit que la roche qui était lisse juste à côté, tout d'un coup, elle est écaillée. Ça fait un peu peur, effectivement. Si tu as peur, c'est pas un boulot pour toi. Tu ne dois pas avoir peur. Autrement, tu travailles mal. La peur, il ne faut quasiment pas y penser. Pour moi, la montagne, elle sera toujours plus forte que nous. Mais il y a toujours un peu de peur dans le métier. Le jour où on n'a plus peur, je pense que c'est l'heure d'arrêter. Beaucoup de respect pour la montagne. Jamais les mineurs n'enlèvent leur casque de protection. À cette profondeur, il est un objet bien plus important encore pour leur sécurité. Tous parlent d'une corde invisible qui les relie les uns aux autres du début à la fin du chantier. Façon presque corporatiste d'évoquer leur solidarité. C'est comme une équipe de foot. Tous dans la même direction, on y va, on s'aide, et le travail semble moins pesant. Les mineurs constituent entre eux un peu une corporation, un peu comme les marins sur un navire. Alors il faut qu'ils se comprennent, il faut qu'ils se respectent, et ils s'estiment justement membres d'un ordre initiatique, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont tous passé par les mêmes difficultés. Et alors, s'il n'y a pas une confiance parmi eux, le danger devient tout de suite énorme. Et c'est là qu'après les accidents arrivent. Il faut faire attention avec les machines, il y a toujours les machines qui vont avant, en arrière, alors là il faut faire attention aux personnes qui croisent les machines, il faut... La nuit, c'est aussi dur, la nuit quand tu es fatigué, 3 heures, 4 heures du matin, alors ça commence à venir le sommeil, il manque l'oxygène, et après il y a le bruit, tout ça, la chaleur, et ça arrive à coup de sommeil. Il est loin le temps où les victimes se comptaient par centaines au fond des tunnels. Mais la mort rôde encore parfois en sous-sol. 15 mineurs ont perdu la vie entre les chantiers du Lötschberg, du Gotthard et dans son prolongement au Monte Ceneri. Un de nos collègues est mort dernièrement. Le malheur était d'autant plus grand que c'était en quelque sorte mon double dans une autre équipe. Il avait un poste de travail similaire au mien. Et ça me désole, parce que ce sont des choses qui restent pour toujours. Riccardo le Sicilien, mineur de carrière comme son père, il a travaillé dans les entrailles du Gotthard de 2003 jusqu'au jour du percement final. Un grand jour aussi pour Adolfo Guy. Quand le dernier bout était percé au Gotthard, le soulagement était plus grand que la grande plaque de rocher est tombée. Et à ce moment-là, la responsabilité n'était plus là. Dans ce sens, c'était possible grâce aux ingénieurs, grâce aux travailleurs, grâce à tous ceux qui ont travaillé et œuvré dans ce projet.
Ils avaient la satisfaction, ils avaient la reconnaissance, et c'est grâce à eux qu'on peut fêter la réussite. Ich danke meinem lieben Nachfolger Moritz Leuenberger, dass hart geblieben ist, dass das durchgezogen hat. Und jetzt haben wir eine Zukunft für unsere Generationen, die nach uns kommen. Wir haben eine Verkehrspolitik, die ausgerichtet ist auf die nächsten 100 Jahre. La fièvre du percement final est à nouveau palpable au Tessin en ce mois de janvier 2016. La galerie du Monteceneri, prolongement du Gothard, représente l'ultime étape helvétique des lignes ferroviaires à travers les Alpes. Demain, nous percerons le diaphragme. Peu importe qui portera la statue de Sainte-Barbe, parce que l'émotion que j'éprouverai alors sera la même que tous mes collaborateurs de part et d'autre du tunnel. C'est un objectif que nous avons atteint ensemble et c'est une réussite. Ce que Riccardo ne dit pas, c'est qu'il a été désigné par ses pairs pour porter la statue de la protectrice des mineurs, Sainte Barbe, Barbara en italien. Des milliers d'ouvriers seront là. Il sera le premier à passer. Il y aura beaucoup d'émotions. Mes pensées iront à ma famille, à mon papa qui est aveugle. Je l'aime beaucoup. Je suis un peu ému, excusez-moi. Cette journée de demain, je la dédierai à ma famille. On travaille pour avoir des satisfactions personnelles, mais ma famille comprend que je le fais aussi pour elle. Donc, je la leur dédie. Dobbiamo salutare. Ciao, come va? Tutto bene? Sì. Bella soddisfazione. Dans ces ouvrages, et celui-ci est une belle réalisation, on peut compter sur les doigts de la main les Suisses qui travaillent à l'intérieur du tunnel. Nous sommes tous étrangers. On dit qu'il y a 13 nationalités. Et je vois que les Suisses dans la galerie, ils n'y travaillent pas. Je pense que si nous n'avions pas été là, nous les étrangers, les Européens, on peut le dire comme ça, je ne sais pas s'il aurait été possible de réaliser cette grande œuvre. Les Suisses, dans le tunnel, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui est dans le bureau. Dans le bureau, il y a beaucoup de Suisses. Ouais, ça c'est vrai. On n'a pas vraiment le choix en Suisse. La manœuvre, elle est quand même vite limitée. Et puis, si tous ces étrangers ne seraient pas venus, je pense qu'on serait encore en train de garder les chèvres en dessus de Nanda. Enfin, ils ont construit la Suisse. Les mineurs européens ont construit la Suisse. Et la Suisse pourrait bien se retrouver seule avec sa passion des tunnels et des belles locomotives. Parce que les trains cargo qui traverseront les Alpes à 200 km/h devront tirer le frein à main aux frontières allemandes ou italiennes. Je pense que l'Italie devrait collaborer. Et si elle n'accepte pas de le faire avec ses grands ouvrages pour assurer la continuité, d'après moi, ce serait jouer un sale tour à la Suisse et tout ça ne servirait à rien. Et de l'autre côté aussi, en direction de l'Allemagne, non?
Les Italiens sont en passe de se réveiller. On est dans la bonne direction, les investissements se font, les accords ont été signés et l'argent est là. Dans leur intérêt, ils devraient le faire parce que s'ils ne font pas un effort considérable en ce qui concerne les rails, au lieu de toujours concentrer sur les autoroutes, il y aura bouchon, 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 bouchon. On passe plus. Alors, par certains côtés, c'est un cadeau de la Suisse à l'Union européenne, mais si on n'équipe jamais les terminaux de Bâle et de Chiasso pour que ça serve à ce qu'a dit Guy, qu'on ne pousse pas les camions les utiliser, qu'on fait un deuxième Gothard, ce sera essentiellement un cadeau aux entreprises de génie civil, ce qui est plus grave. Quand tout le travail sera fini, j'aimerais bien traverser le tunnel et voyager de l'autre côté juste pour le plaisir. Je revivrai tous les moments forts, les moments de panique, les moments de peur, tous ces moments que j'ai vécus en réalisant cet ouvrage. Les Autrichiens et les Italiens, ils n'ont pas encore fait le Brenner. Et là, depuis Lyon jusqu'à Turin, le Bonsigny n'est pas encore fait. Nous, on a fait les deux passages à travers les Alpes, avec les deux NLFA, avec les deux tunnels du Gotthard et Lötschberg. Formidable, dirait Ogi, ici dans le calme. Voyez, c'est le calme. C'est formidable. Ça me touche. Merci, bon Dieu, de m'avoir donné la vie dans cette région.